Dans l'actualité ce soir, le président de la CENI au rapport, Newton Ahmed Bari, était à Kosiam pour remettre le rapport final des élections présidentielles et législatives du 22 novembre dernier au chef de l'État. Selon le président Newton Bari, le double scrutin qu'il a organisé a eu un coût relativement bas des élections malgré la situation sécuritaire et sanitaire ainsi que la première participation des Burkinabés de l'extérieur. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, le 9e sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, avec cette rencontre entre les deux ministres en charge de la diplomatie des deux pays, au moment où les experts rendent compte des conclusions de leurs travaux. Les deux ministres se sont accordés sur les détails du Conseil des ministres conjoints qui se tient demain à Abidjan, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, focus sur Bitou, dans le centre-est du Burkina Faso, cette commune cosmopolite où sont menées plusieurs activités. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette commune? Que signifie le nom Bitou? Que peut-on y trouver? On en parle dans notre feuilleton Une semaine à. Et puis dans le journal également, en Tunisie, la crise politique et institutionnelle vire aux affrontements entre partisans du président de la République et ceux du président de l'Assemblée nationale. Face à la colère de la rue, le président tunisien a limogé le Premier ministre et suspendu le Parlement avant de s'octroyer le pouvoir exécutif. Bonsoir et ravi de vous retrouver. En fin de mandat, le président de la Commission nationale indépendante est allé présenter son rapport ce matin au président du Faso. Le rapport revient sur l'organisation du double scrutin de novembre 2020 au Burkina et fait des recommandations. Le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, s'est réjoui du coût relativement bas des élections de 2020. La situation sécuritaire et sanitaire, mais aussi la première participation des Burkinabés de l'extérieur. Souleymane Sanou Maïmouna Traoré. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, reçus par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, ils sont venus lui présenter leur rapport de fin de mission. Un rapport qui fait le point de l'organisation des élections présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Le rapport aborde également la question de l'instabilité législative du code électoral et celle du coût des élections au Burkina Faso. Nous sommes revenus sur l'ensemble des péripéties qui ont accompagné évidemment les élections du 22 novembre, l'organisation qui n'a pas été facile dans le cadre d'un contexte à la fois sécuritaire et Covid. Ensuite, la question évidemment de l'instabilité législative du code électoral qui a été changé 3 fois en moins de 3 ans, dont 2 fois la même année, et puis dont la dernière a eu lieu à moins de 70 jours de l'élection, ce qui n'a pas facilité tous les éléments. Ensuite, nous avons aussi parlé des coûts, malgré le contexte de la Covid, malgré le contexte de l'insécurité, malgré le fait que les Burkinabés de l'étranger ont voté pour la première fois, notre budget cette année, pour l'opération électorale seulement, non compris évidemment l'enrôlement des électeurs, est autour de 21 milliards. C'est-à-dire que nous avons fait moins cher que l'élection de 2015 en matière évidemment du coût. Sur ces aspects, des recommandations ont été faites pour le bon déroulement des élections à venir. Selon Newton Ahmed Bari, c'est la première fois que le président du Faso reçoit la CENI en tant qu'entité depuis sa réélection. Ils ont donc saisi l'occasion pour le féliciter et lui présenter leurs vœux de succès pour son second mandat. Et puis, c'est demain que se tient à Abidjan le Conseil des ministres conjoints entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le cadre du 9e traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le Premier ministre Christophe Dabiré est arrivé d'ailleurs cet après-midi du lundi à Abidjan. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, il a été accueilli à son arrivée, à sa descente d'avion, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, par son homologue ivoirien Patrick Hachi. Les deux personnalités, comme je le disais, vont co-présider demain donc le Conseil conjoint des ministres des deux gouvernements dans le cadre de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, qui est également à Abidjan, prépare activement
la rencontre du mardi avec son homologue ivoirien, les deux ministres ont à l'occasion regardé dans les détails les résultats des travaux des experts du TAC et s'accorder sur les détails de ce conseil conjoint des ministres du mardi. Pascal Kani. À la veille du conseil des ministres conjoints Burkina Faso Côte d'Ivoire, les experts rendent compte au ministre des Affaires étrangères. Pendant 2 jours, ils ont travaillé d'arrache-pied pour faire des propositions concrètes aux ministres. Des propositions censées favoriser le développement des 2 pays. Occasion pour les ministres d'insister sur les enjeux de cette rencontre périodique. Quand on parle de communauté de destin, on parle forcément de défis communs. Et aujourd'hui, ces défis sont avant tout la sécurité à notre frontière commune, l'approvisionnement à moindre coût de nos marchés, la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences socio-économiques et sur la vie quotidienne de nos populations, comme par exemple la fermeture des frontières, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, l'orpaillage illégal. Nous pouvons citer également l'approvisionnement en électricité et en hydrocarbures, les chantiers de l'autoroute et du chemin de fer ou encore la question du transport aérien. Sur toutes ces questions, nous devons être capables de trouver des réponses à travers des accords ou des recommandations dans l'intérêt de nos populations respectives. Je voudrais avec vous féliciter l'ensemble de nos experts pour les résultats de leurs travaux qui nous permettent de mesurer le taux de mise en œuvre des diligences dévolues à chacun de nos pays, de même que le niveau de réalisation des tâches devant être exécutées conjointement par nos 2 pays. Les propositions faites par les experts ne sont pas encore officiellement adoptées, mais certaines propositions comme la construction du pipeline entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire font l'unanimité. Une nécessité pour le Burkina qui cherche à réduire les coûts du transport de son hydrocarbure. Nous avions initialement un concept de pipe juxtaposé et nos travaux nous amènent vers un pipe intégré qui va aller de bout en bout, c'est-à-dire d'Abidjan jusqu'au Burkina, à Bobo-Dioulasso, à Minima, de façon à favoriser donc le transfert des produits pétroliers qui arrivent généralement par la voie maritime vers notre pays. D'autres propositions comme la réouverture des frontières et l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en bétail viande ont été également faites par les experts. Ces propositions feront l'objet d'examen demain en Conseil des ministres conjoints. Et puis la coopération suisse appuie la Direction générale des impôts avec une assistance technique et financière. Il s'agit d'un appui qui doit aider à contribuer à l'accroissement du niveau de mobilisation des ressources internes. La signature de convention est intervenue ce 26 juillet en présence de Marguerite Douagneau. 3,17 milliards de francs CFA, c'est le montant accordé au Burkina Faso par la coopération suisse par la signature de la présente convention de financement au profit de la Direction générale des impôts. Un appui financier qui va permettre de renforcer les compétences du personnel de l'administration fiscale et contribuer à l'accroissement du niveau de mobilisation des ressources internes. Ce nouvel apport en fait, va principalement servir à consolider les acquis qu'on a pu obtenir jusqu'à présent, mais également d'étendre le registre fiscal ainsi que de moderniser les équipements à disposition et de s'assurer que ces équipements-là fonctionnent avec plus d'énergie verte, donc de l'énergie solaire, pour finalement avoir vraiment un outil donc de collecte des impôts. Le lancement de la 3e phase du projet couvrira la période de 2021 à 2025. La Direction générale des impôts, l'une des bénéficiaires, apprécie et salue l'initiative. Ce financement-là vient vraiment à point nommé pour nous permettre donc d'étendre le spectre et pouvoir asseoir un véritable impôt. Ce n'est pas seulement les impôts fonciers qui vont ressentir l'impact, mais tous les autres impôts. Parce qu'il faut pouvoir localiser le contribuable pour pouvoir donc l'imposer conséquemment. Cette 3e phase est la continuité des 2 précédentes. Plusieurs réalisations ont été enregistrées, notamment la sécurisation des recettes du budget de l'État, l'amélioration du dispositif de lutte contre la fraude fiscale et l'amélioration des rendements des impôts et les taxes liées aux fonciers.
Les députés, membres du réseau parlementaire pour l'hygiène, l'eau potable et l'assainissement étaient à Kosodo et à Zaktouli pour des visites terrain. Ce sont des stations de bout de vidange qui ont été visitées. Le constat avec Nyarkiteda. C'est un retour sur leur pas ici sur le site de la station de traitement des boues de vidange de Kosodo. Le réseau des parlementaires pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement y retourne pour un autre constat. Mais vraisemblablement, rien n'a bougé entre septembre 2019, date de leur premier passage, à celui d'aujourd'hui. Le site devait recevoir autour de 70 camions comme ça, mais on a plus de 100. On a dépassé notre capacité de production et puis essentiellement avec la saison pluvieuse, la demande est forte, donc nous recevons beaucoup plus de camions qu'habituellement. La capacité, en gros, on est autour de 800, mais actuellement on a plus de 1000. 800 parce qu'on a 800 mètres cubes, parce qu'on a les 600 mètres cubes du biogaz que nous recevons et les 200 mètres cubes des stations de bout de vidange. Une amertume pour les gestionnaires de la station qui n'en peuvent rien non plus sur le site des Zaktouli. Là aussi, l'offre dépasse de loin les prévisions. Sur 100 mètres cubes environ de capacité, Zaktouli en reçoit plus de 200 mètres cubes par jour. Et là, les vidangeurs n'en peuvent plus. Ça veut dire que les sites sont vraiment dépassés et l'évolution même du site même n'est pas de ce qui devrait être. Présentement, le besoin est chaque jour que Dieu fait, les ménages produisent des boues et nous récoltons ces boues-là pour les transporter vers les sites de dépotage. La conséquence directe de cet état de fait, le dépotage se fait souvent hors du champ de la station, au vu et aussi de tous. Déplorable au dire des techniciens de l'ONEA et très inquiétant selon les députés qui pensent trouver cette fois-ci les arguments solides pour interpeller l'exécutif. Ces sites-là étaient censés pouvoir non seulement à travers la chaîne, pouvoir donc non seulement nous produire de l'électricité, du gaz et bien sûr permettre aux agriculteurs de pouvoir bénéficier des bouts de vidange et les substances donc importantes pour les plantes. Malheureusement, aujourd'hui, toute cette chaîne-là n'est pas encore une réalité. À Kosodo, du fait que la Sonabel et puis l'ONEA n'est pas arrivé à s'accorder pour une convention donc, de vente, et il nous revient que ce gaz-là est brûlé chaque fois depuis 2 ans. Donc en tant que parlementaires, nous avons noté ces préoccupations importantes pour nous. Kosodo, censé être une école pour l'Afrique de l'Ouest, dans le traitement des bouts de vidange et de biogaz, traîne toujours les pas. Et avant de poursuivre, une opération d'envergure dans la zone de Madjouari, baptisée Opération Épervier, c'est l'opération militaire qui se mêle actuellement dans l'Est, plus précisément dans les zones de Madjouari et de Pama. Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés, une importante quantité d'armements et de munitions ont été saisis, des moyens de communication et de transmission, des engins explosifs, du matériel de campement et des engins roulants ont été également récupérés. L'opération se mène sur terre et dans les airs dans le but de restaurer la sécurité. Au cours de l'opération, un soldat a été tué et un autre blessé après avoir sauté sur un explosif. Et toujours en bref, à Solenzo, dans la boucle du Mouhoun, les populations ont organisé une marche ce 26 juillet pour exprimer leur mécontentement à l'État burkinabé et exiger le désenclavement de la province. À l'occasion, les marcheurs ont remis une déclaration au haut-commissaire de la province des Banwa. Les manifestants ont demandé au gouvernement burkinabé notamment de porter un regard plus attentif sur la province en matière de routes, d'électricité et de santé. Autre actualité, le Centre de formation et de recherche en gestion des risques sociaux a procédé ce lundi au lancement de son programme de recherche. Sciences, technologies, innovation, développement, genre, environnement et risques sociaux sont les articulations du programme qui vient d'être lancé. Pour l'ensemble des responsables du centre, c'est une étape importante pour leur institution. Caroline Marie. Les premiers responsables du centre d'études qualifient l'instant de solennel. Le programme de recherche qui vient d'être lancé ouvre un autre chapitre dans le processus de mise en œuvre du centre de recherche de l'avis du directeur.
Ce CEFOGRI est né dans un esprit de solidarité et il fera son chemin dans l'union. C'est pourquoi je tiens ici à réaffirmer le respect de nos engagements envers nos partenaires en général et l'université Thomas Sankara en particulier. L'équipe du CEFOGRI est en train de s'activer pour qu'avant la fin de cette année 2020-2021, nous puissions formaliser le partenariat entre les deux universités. C'est ensemble que nous allons faire du CEFOGRI un véritable centre d'excellence régional. Le programme de recherche qui est lancé prend en compte des domaines tels les ressources naturelles, la restauration des moyens de subsistance, l'évaluation des risques et impacts sociaux, la santé communautaire, la sécurité et la santé au travail. Après avoir développé les programmes de recherche et du moins de formation, des formations de courte durée, des formations de longue durée, les masters notamment, il nous restait à développer le second volet important du CEFOGRI, qui est le volet de la recherche. Et donc, nous avons mobilisé les différents acteurs impliqués dans nos programmes de recherche. Nous avons actuellement en perspective 9 programmes de recherche qui sont lancés et nous avons invité tous les partenaires qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces programmes à être présents à ce lancement. Un rappel, le Centre d'études, de formation et de recherche en gestion des risques sociaux est né de la volonté du gouvernement burkinabé et de la Banque mondiale d'offrir tel cadre aux apprenants du Burkina et de la région d'Afrique francophone. Dans le cadre des préparatifs du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires prévu pour se tenir en septembre prochain à New York, aux États-Unis, le Burkina Faso a pris part à un pré-sommet organisé en visioconférence par le gouvernement italien. À ce pré-sommet, le ministre en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire a présenté ce lundi 26 juillet les engagements du pays en matière de système alimentaire. Des engagements qui seront présentés aussi au sommet de New York. On en sait davantage avec Bernard Kombelem et Ahadi Sandamba. Au Burkina Faso, les systèmes alimentaires actuels ne permettent pas d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. C'est ce qui ressort de cette rencontre de concertation. C'est un pré-sommet pour dégager les voies nationales préliminaires pour le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires prévu pour se tenir en septembre prochain à New York. Et de cette rencontre, le Burkina Faso prend un certain nombre d'engagements pour changer la donne. La constitutionnalisation du droit à une alimentation saine, diversifiée et équilibrée, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25%, la promotion des pratiques agroécologiques, l'accroissement des superficies irriguées et le taux d'accès de tous à l'eau potable, l'allocation annuelle de 1% du budget national à la recherche et 10% exclusivement aux investissements dans le secteur agricole. L'utilisation des biotechnologies modernes dans la production et valorisation des produits alimentaires locaux. Le renforcement de l'assistance humanitaire. L'appui aux maillons de la transformation, du transport, du stockage et de la commercialisation. Ce sont des engagements affinés davantage pour l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Autour du ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydrauliques et de la mécanisation, les acteurs du domaine des systèmes alimentaires et nutritionnels nationaux prennent part à la rencontre. La Fondation Toires a organisé un camp d'excellence pour jeunes filles scolarisées. Dénommé Camp Yenenga, il s'est agi pour cette édition de se pencher sur le thème « Promotion de la femme dans les domaines scientifiques et technologiques ». Le camp dure 2 semaines. Rasmane Zoundi, Maïmouna Traoré. Le camp Yenenga édition 2021 a regroupé au total 92 filles. La formation a allié activités pratiques et ludiques. En 2 semaines, elles ont appris à concevoir des maisons futuristes et à programmer des objets animés. Elles ont aussi bénéficié de formations en savonnerie, en teinture et en art oratoire. Plus-value que si nous nous assurons que nous sommes suivis et compris par notre auditoire. On a appris à construire des maisons avec les Lego, des palais, des futurs palais présidentiels. C'était vraiment amusant. J'ai compris que moi aussi je pouvais faire quelque chose qui pouvait impressionner les gens,
Je suis tellement contente et je remercie beaucoup la Fondation Tuarez. Le cas Yenenga 2021 s'est tenu sous le thème Promotion de la femme dans les domaines de la science et de la technologie. Question d'encourager les filles à s'intéresser aux filières scientifiques. Les femmes sont sous-représentées dans ces domaines-là. Et nous pensons que les filles ont beaucoup à offrir au domaine scientifique et aussi au domaine technologique. Donc on veut les initier un petit peu à de nouvelles activités dans ces domaines pour qu'elles commencent à s'exercer et qu'elles trouvent peut-être elles découvrent une passion. La Fondation Tuarez, initiatrice de ce camp d'excellence, s'est dite satisfaite au regard des capacités d'assimilation des participantes. Et pour la Croix-Rouge du Burkina, l'heure est aussi à la récompense de l'excellence à l'école. Elle a organisé un concours de dessin au profit des élèves de des écoles de Tanguin d'Assouri. Le 23 juillet dernier, la Croix-Rouge est allée récompenser les meilleurs dessinateurs. Le thème du concours a porté sur Ensemble pour la non-violence en milieu scolaire. Sébastien Zongo. L'école primaire Nabitenga sort vainqueur du concours de dessin dans la commune de Tanguin d'Assouri. 10 établissements étaient en course dans cette compétition organisée par la Croix-Rouge burkinabé sous le thème « Ensemble pour la non-violence en milieu scolaire ». C'est dès le jeune âge qu'on apprend à l'enfant à aimer l'autre, à avoir compassion de l'autre, à secourir l'autre et créer ainsi la solidarité dans son cœur, la compassion. Et c'est pour cela que nous avons organisé une activité pour que les enfants connaissent la Croix-Rouge, avec tous ces principes qui vous ont été cités, pour que ces enfants, à travers l'art, le dessin, expriment les valeurs humanitaires et particulièrement de non-violence, comme le thème l'a indiqué. L'occasion du 60e anniversaire de la Croix-Rouge burkinabé permet de concrétiser la bonne collaboration avec la commune de Tanguin d'Assouri. Nous cultivons déjà toute une relation partenariale avec la Croix-Rouge qui fête ses 60 ans. Donc c'est l'occasion pour nous de renforcer, en tout cas au niveau de notre commune, ce partenariat-là durable humain qui ne fait que profiter à l'ensemble de toute la population de Tanguin d'Assouri. Stimuler la créativité des enfants en matière de culture de la paix et de la non-violence, c'est le sens de cette initiative, selon les organisateurs. Le réseau des journalistes pour l'habitat et l'urbanisme a organisé une conférence de presse ce 23 juillet pour donner son opinion sur l'adoption de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Un atelier de validation qui avait été organisé le 15 juillet dernier avec les acteurs avait donné son quitus au projet qui sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale. Mais des promoteurs immobiliers ont boycotté la rencontre. Le réseau Face aux journalistes appelle au dialogue et à la sincérité des acteurs. Bienvenue Tansa. Une sortie médiatique sur fond d'inquiétude par rapport à l'ambiance délétère qui prévaut autour des réformes foncières. La mise en œuvre de ces mesures divise notamment le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville et des promoteurs immobiliers, une situation décriée par le réseau des journalistes pour l'habitat et l'urbanisme du Burkina Faso. Des promoteurs immobiliers et propriétaires terriens disent niet aux réformes entreprises. Pendant que se déroulait l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière le 15 juillet 2021, les promoteurs immobiliers ont boycotté cette rencontre importante qui doit aboutir à des réformes acceptables selon le camp. Ces derniers ont animé une conférence de presse pour marquer leur désapprobation au moment où se tenait cet atelier national. Pour le réseau, il faut au plus vite enterrer la hache de guerre. Le réseau des journalistes et communicateurs pour l'habitat, l'urbanisme et l'assainissement interpelle le gouvernement. C'est de sa responsabilité d'organiser de larges concertations avec les différents acteurs pour permettre l'adoption des réformes consensuelles. Le ministère doit de ce fait rencontrer l'association des promoteurs immobiliers pour aplanir les divergences. Aux promoteurs immobiliers et propriétaires terriens, ils doivent surtout privilégier le dialogue, éviter que l'on se retrouve face à un blocus. C'est en février dernier que le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville a entrepris la relecture des textes régissant le domaine foncier et la promotion immobilière. Une suspension temporaire des dossiers de promotion immobilière est en cours depuis le 9 février.
Le 6e numéro de votre feuilleton Une semaine A dépose cette semaine ses valises à Bitou dans le centre-est, un département cosmopolite et où sont menées plusieurs activités. Que signifie le nom Bitou? Que peut-on y trouver dans la ville comme potentialité? Les réponses avec Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Bitou, l'une des 4 communes à statut particulier au Burkina Faso, donc commune urbaine, est située dans la province du Boulgou, région du centre-est. Érigée en département depuis le 14 novembre 1983, Bitou compte aujourd'hui 26 villages et 5 secteurs. Il est frontalier avec le Ghana et situé à 39 km du Togo. Position carrefour, Bitou a une histoire tout aussi singulière que sa position géographique. Bitou signifie en langue bissa laisser passer, parce que nos ancêtres, lorsqu'ils disputaient des solutions ou bien des problèmes, le sage disait toujours il faut laisser passer, qu'à Bitou. Nos ancêtres sont venus de Leda, une localité située à peu près 15 km de Tankodogo. Les fondateurs de Bitou sont de l'ethnie Bissa, mais de par sa position stratégique et avec l'installation du bureau de douane, le département abrite de nos jours plusieurs formations sociales nationales et étrangères. Une population estimée à 102 400 habitants, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Le département est peuplé majoritairement de populations Bissa, mais elle connaît aussi d'autres communautés nationales, les Moussi, les Peuls et les Gourmaké qui sont aussi dans la localité. Et aussi, Bitou étant un carrefour, il y a des communautés étrangères qui vivent à Bitou. Notamment, il y a des Togolais, il y a des Ghanéens, et il y a des Béninois, des Nigériens, des Maliens. Bitou est ainsi une commune cosmopolite avec plusieurs activités telles que l'agriculture, l'élevage, le commerce et le transport. Les recettes annuelles sont estimées à 200 millions de francs CFA malgré la réduction de l'activité douanière. C'était vraiment une baisse sensible de près de 50%. Mais en tout cas, on a resserré les rangs. On s'est vu avec le conseil municipal d'abord. Que je sais qu'en tout cas, ensemble, on s'est vu. On a essayé vraiment de prendre notre schéma pour pouvoir combler ce vide-là. Ça n'a pas été facile avec les populations, mais on veut pour se développer, il faut vraiment créer des initiatives pour vraiment se développer. Donc je crois que au fil des temps, bon, en tout cas, toute la population s'est adaptée et vraiment je crois qu'on s'est compris et on a essayé vraiment de relever nos recettes. Mais des mots minent la commune et inquiètent les populations. Parmi ces mots, le grand banditisme avec des braquages très fréquents, le trafic de tout genre. Bitou, une commune à fort enjeu économique et sécuritaire. Et dans la commune de Bitou, le village de Saint-Cancé marque le passager par l'aspect exotique des habitations. Les toits sont en double pente. Pourquoi ce choix? Quels sont les avantages de telles architectures? Les réponses avec Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Voici le modèle de construction le plus répandu dans la commune de Bitou. Des habitations chapeautées par des toits à double pente, c'est ce qui caractérise une bonne partie des constructions à usage d'habitation de Bitou Centre à Mogomnoré, Zékézé, en passant par Yanguédin. Toutes les constructions ou presque sont faites selon ce modèle inspiré du Togo ou du Ghana. Nous sommes à proximité du Ghana. Nous sommes dans certaines voies, nous sommes à 10-15 km de la frontière du Ghana. Donc c'est bien sûr que nous avons copié l'architecture du pays voisin. Parce que si vous partez au Ghana, ce sont ces genres de constructions que vous allez voir. Au Ghana, au Togo, ce sont les mêmes structures
de construction qu'il existe. Nous avons de bonnes raisons de copier les modèles de construction ghanéens. Comme nous partageons la frontière, nous avons été séduits par leur mode de vie et nous avons pratiquement les mêmes goûts. Un modèle venu des pays côtiers et qui présente un avantage esthétique selon les utilisateurs, mais pas seulement. La construction des habitations avec des toits à double pente tend à devenir la norme ici et commence même à conquérir d'autres contrées du pays. C'est un modèle qui se propage partout. Nous avons adopté le modèle ghanéen parce que c'est beau et résistant. Le toit résiste au vent et ne retient pas l'eau en cas de pluie. Outre ces avantages, l'architecture de la double pente présente un bénéfice économique certain pour les populations, car les matériaux de construction tels que le bois, les tôles et le ciment sont plus accessibles et disponibles à partir de la commune de Bitou, commune frontalière avec le Ghana. Et puis la Direction générale des impôts, reconnaissante à des agents admis à la retraite, ce 23 juillet, la direction a organisé une cérémonie d'hommage à l'intention de ces retraités. Le directeur général des impôts, Moumouni Lougué, a à l'occasion magnifié le travail de ses collègues retraités pour l'accroissement et la mobilisation des recettes fiscales au profit du développement socio-économique du Burkina. Marguerite Douagno. Ils sont au nombre de 73 sur le tapis rouge qui leur est dédié. Eux, ce sont les retraités de 2019 et 2020 de la Direction générale des impôts du Burkina. Une cérémonie d'hommage leur est rendue pour les bons et loyaux services à la nation. En guise de reconnaissance, chaque retraité reçoit une attestation et un don en souvenir. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Avoir une pensée pour tous nos collègues qui nous ont quittés durant cette longue carrière. J'ai pu effectuer plus de 39 ans au service de l'administration du Burkina Faso, de la Haute-Volta à l'époque, du Burkina aujourd'hui. On est fiers de nous à présent parce qu'on attendait ce jour-là. Nous sommes satisfaits, nous sommes fiers de nous d'avoir accompli du travail et du bon travail. Les retraités comptabilisent entre 8 et 39 ans de service. Ils reçoivent l'accompagnement de la DGI en vue d'une retraite paisible. Donc nous avons mis en place donc une commission qui a travaillé et qui a défini 3 étapes. Et on vous prend en charge, on vous montre comment il faut se conduire dès le premier jour pour préparer sa retraite. Ensuite, à l'orée, c'est-à-dire donc à partir de ceux qui doivent aller à la retraite au bout par exemple de 5 ans. Et eux, on les forme à l'entrepreneuriat. Et enfin, la troisième phase, la troisième étape, c'est les retraités eux-mêmes. Une fois qu'on est à la retraite, il y a un accompagnement. 1 minute de silence est observée pour ceux partis trop tôt. Toutefois, les retraités marquent leur disponibilité en matière de conseil si besoin se fait sentir. Et puis, un carnet rose dans ce journal avant de poursuivre. Notre confrère Draman Dadian a quitté le cercle des célibataires de la RTB. C'était ce samedi 24 juillet à Lumbila, et à la mairie donc, devant collègues, amis, parents et connaissances. Il a dit oui à Orokia Sawadogo. Et les temps forts de la cérémonie avec Moussa Ouedraogo et Vincent Tiendrebego. Ce samedi 24 juillet, il ne fallait pas compter sur lui pour le trésor de la RTB. Ce jour-là, Dramanda Dian et sa dulcinée Orokia Sawadogo convolaient en juste noces. Pour ce faire, les 2 tourtereaux se trimballent à la mairie de Lumbila. Appelés à la barre, tous 2 avouent publiquement le fait qu'ils sont effectivement amoureux l'un de l'autre et veulent bien se marier. Maintenant, l'officier de l'état civil, mis devant le fait accompli, prononce alors la sentence.
Draman et Orokia sont déclarés mariés unis par les liens du mariage. Et il les condamne au bonheur à perpétuité. Arrivés célibataires, monsieur et madame Dadian repartent avec leur nouveau statut, mariés, et c'est la fête avec les parents, les amis, les collègues et autres fidèles du trésor de la RTB qui n'ont pas boudé la partie. Heureux mariage donc au couple Dadian. Et pour terminer, en Tunisie, la crise politique et institutionnelle vire aux affrontements entre partisans du président de la République et ceux du président de l'Assemblée nationale. Face à la colère de la rue, le président de la République a limogé le Premier ministre et suspendu le Parlement avant de s'octroyer le pouvoir exécutif. Regardez. Ces partisans du président tunisien jubilent devant le siège du Parlement à Tunis. La veille, le chef de l'État Kaïs Saïed a limogé le Premier ministre Hichem Mechichi et s'est octroyé le pouvoir exécutif. Le président a aussi limogé les ministres de la Justice et de la Défense et suspendu les activités du Parlement présidé par Rached Ranouchi, leader du parti Ennahda, vainqueur des dernières élections. Sur ces images, les manifestants paradent autour d'un siège vide censé représenter celui du chef de file islamiste. Rached Ranouchi est parti, Ranouchi est fini, c'est une nouvelle ère. L'atmosphère s'est crispée quand les partisans d'Ennahda ont tenté d'approcher du siège de l'Assemblée. Ces derniers dénoncent un coup d'État. Ils ont été repoussés. Ces images de Rached Ranouchi, bloquées par des soldats dimanche devant le Parlement, ont suscité des réactions inquiètes d'Ankara et Alger, alliés d'Ennahda, et des appels au calme du Qatar à Moscou, en passant par Berlin. Nous prenons acte de la décision du président de la République d'invoquer l'article 80 de la Constitution pour suspendre les travaux du Parlement. Nous devons dire que nous considérons que c'est une interprétation assez large de la Constitution. Cette crise institutionnelle inédite dont la jeune démocratie tunisienne intervient alors que le pays traverse une terrible vague de Covid-19, les hôpitaux saturés manquent d'oxygène. Cela a aggravé le mécontentement déjà fort en raison de la crise financière. Le président promet de nommer rapidement un chef de gouvernement. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.